Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous présente Croco Hebdo. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Croco Hebdo. La dernière de la saison, c'est ce soir. On va essayer de terminer en beauté cette année 2011-2012 qui a vu, vous le savez, le titre de champion de national du Nîmes Olympique, l'accession en Ligue 2 après une saison en national. Les Crocos sont de retour dans le grand monde du football professionnel. Ils ne l'avaient pas quitté, vous le savez bien évidemment, après leur descente. En tout cas, c'est un joli retour que nous allons fêter ce soir avec des invités avec lesquels on discutait juste avant bien le début de cette émission, de savoir de quoi nous allions parler, peut-être du bilan, du profil, de ce qu'ont été les matchs, les commentaires, la façon de tourner les différentes rencontres dans cette belle carte de France footballistique qu'est le championnat de national. Mais écoutez, je vous propose ce soir de vous présenter peut-être les invités les plus VIP qu'on ait pu compter depuis le début de cette année 2011-2012. Déjà des têtes bien connues sur ce plateau. Patrick Champ, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tout le monde. À vos côtés, on retrouve Olivier Martinez. Bonsoir. Salut Olivier. à toutes et à tous. Et puis le cadreur des Costières que tout le monde nous envie, il va rester encore très longtemps sur TV Sud, Pierre-Paul Castelli. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci Christophe. Vous savez, je suis très sensible à la flatterie. L'homme qui a osé aller sur la pelouse un soir de monter avec sa caméra. Voilà, exactement. Eh bien, écoutez, il faut du courage. Avec des belles images, non, mais il y avait une ambiance très très sympa. Vous vous rappelez de ces images, donc non, je me suis régalé. Moi, j'ai un peu perdu tout en route, un peu tout arraché, mais voilà, j'ai ramené les images, c'était l'essentiel. Avec ce fameux match de la montée face au Port-et-Surville, la victoire du Nîmes Olympique 2-0, on s'en souvient, c'était le 18 mai dernier. Alors vous le savez certainement, messieurs, l'actualité a été marquée il y a quelques jours de cela par l'arrivée au Nîmes Olympique de Victor Zvenka, le nouveau coach des Crocos qui a été intronisé lors d'une conférence de presse, qui était notre invité la semaine dernière. Je vous propose, pour celles et ceux qui auraient manqué un épisode au cours des derniers jours du mois de mai et du début du mois de juin, un petit sujet concernant l'arrivée du nouveau coach du Nîmes Olympique, Victor Zvenka, qui succède à Thierry Froger. Rappelez-vous ces images du 18 mai, le Nîmes Olympique remportait le match contre Poiré-sur-Vie et gagnait sa place pour la Ligue 2. Ovationné, l'entraîneur Thierry Froger annonçait toutefois son départ quelques jours plus tard et c'est seulement ce matin que le président Jean-Louis Gazot a annoncé son nouvel homme fort, Victor Zvunka. Il se dit de la vieille école, exigeant et travailleur. Pour moi, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est dans le travail qu'on réussit parce que le football de haut niveau et de très haut niveau devient de plus en plus exigeant. Donc il faut travailler très dur, mais aussi être très, très exigeant sur tout ce que l'on fait. Victor allie l'expérience, 27 ans de carrière, plus de 1000 matchs sur le banc, en Ligue 1, en Ligue 2. En attendant la reprise du championnat le 27 juillet, Victor Zvenka compte se mettre au travail le plus vite possible. Il souhaite faire évoluer le groupe, mais pas le bouleverser. Et l'objectif du président est bien clair, rester en première partie du classement. L'objectif n'est pas le maintien. On ne peut pas aborder un championnat en disant qu'on va jouer pour se maintenir. Et là, on en avait parlé avant, et il a dû vous le dire, c'est de faire le mieux possible et d'essayer effectivement de ne pas être dans une zone dangereuse trop longuement pour qu'on puisse prendre justement du plaisir et que ce ne soit pas dangereux, que ce soit le football qui prenne le dessus. Après sa prise officielle des fonctions le 1er juillet, Victor Zvenka annoncera la composition de la nouvelle équipe. Un stage de 7 à 10 jours est prévu pour solidariser les joueurs et se préparer physiquement pour le premier match. Ce sera contre Auxerre. Et voilà, Victor Zvenka, selon la prononciation en français standard, dirons-nous, sur ce sujet signé Raphaël Baudouin. Alors, Victor Zvenka sera accompagné d'un staff qui a été remodelé. Jérôme Arpinon, préparateur physique et entraîneur adjoint depuis 2007, qui a été notamment aux côtés de Jean-Luc Vanouki, de Jean-Michel Cavalli, de Thierry Froger et de Noël Tosi, n'a pas vu son contrat être renouvelé. En revanche, l'entraîneur des gardiens, Sébastien Jiménez, restera au sein de ce staff, enrichi par l'arrivée d'un nouveau préparateur physique, Julien Redon, âgé de 26 ans, qui est titulaire du diplôme de préparateur physique et qui officie depuis 2009 auprès
des jeunes de l'association du Nîmes Olympique, et avec également au poste d'entraîneur adjoint Michel Bénézé, qui, on le rappelle, est titulaire du DEPF, Patrick Champ, et qui est un nom qu'on connaît bien du côté du Nîmes Olympique, outre le fait qu'il s'est assis sur de nombreux bancs. Oui, effectivement, quand il est arrivé au centre de formation de Nîmes Olympique à l'époque où j'y étais, il y avait, dans l'encadrement, il y avait Olivier Dalloglio, il y avait Thierry Lorenzo et Michel Bénézé, moi-même. Donc on était le quatuor qui s'occupait du centre de formation. Donc c'est un très très bon technicien qui amènera du calme, peut-être de la sérénité aussi. Disons que Arpinon, c'était autre chose, mais je crois qu'on peut tirer un coup de chapeau aussi, parce qu'il a rempli son contrat avec le Nîmes Olympique. Mais après, on connaît le milieu du football. Cadeau est mort, et certainement, il faut passer à autre chose, et je crois que le club a voulu passer à autre chose. Michel Bénézé, qui est passé notamment par Montpellier, par Alès, par le Paris FC, et qui est ni plus ni moins que le père du numéro 10 du Nîmes Olympique, à savoir Nicolas Bénézé. Est-ce que ça peut ajouter une pression supplémentaire, selon vous, Patrick, pour Nicolas? Oui, parce qu'on l'a vu avec la famille Cavalli, c'est quand même compliqué, père et fils, et je crois qu'il y aura moins de... Le sang est moins chaud du côté de Michel Bénézé, il saura faire la part des choses, et je crois que quand même l'entraîneur en chef étant quand même Victor Zunca, je crois que bon, il ne devra pas y avoir de gros soucis, mais c'est quand même important d'avoir quelqu'un qui connaît bien le club aussi pour venir comme adjoint de Victor Zunca. En même temps, Patrick, Christophe, c'est vrai que bon, nous, on aime beaucoup Nicolas Bénézé et son père. Même si ça se passe très bien entre eux, avec beaucoup de rigueur, on ne pourra pas empêcher les observateurs, les supporters, etc., de forcément se poser des questions quand Nicolas Bénézé jouera, quand Nicolas Bénézé ne jouera pas. La seule différence près que c'est pour un risque Nicolas supplémentaire. Bénézé, On se c'est rappelle, un poste d'entraîneur adjoint. Alors que certes, mais pour la famille Cavalli, c'était un rapport direct entre un meneur de jeu et un entraîneur titulaire. Hein. Oui, on se rappelle en même temps que Johan Cavalli était arrivé bien avant son père. Et quand son père est arrivé, d'ailleurs, il était blessé pendant plusieurs mois. Donc, c'est vrai que ça s'est joué différemment, mais au fur et à mesure que le temps a passé, on a été amené à se poser parfois des questions sur les choix de l'entraîneur, et également père de Johan Cavalli. Bon, on verra, en espérant en tout cas que tout va bien se passer avec cette nouvelle association père-fils du côté des Crocos. On va justement, on parlait des coachs du Nîmes Olympique, repasser un petit peu dans le côté statistique et faire une petite analyse de ceux qu'ont été les entraîneurs depuis l'arrivée de Jean-Louis Gazot justement au Nîmes Olympique. On se souvient de l'aventure avec François Brisson, de votre passage, Patrick. La mission sauvetage, on peut peut-être en reparler pour celles et ceux qui n'auraient pas tout connu il y a à peu près une dizaine d'années justement au Nîmes Olympique à cette époque, au printemps 2003. Ouais, que le temps passe vite, c'est vrai que ça avait été un challenge extraordinaire à relever. Bon, heureusement qu'il a été réussi, mais c'était quand même, et on le voit après, quand on est coach, ça devient de plus en plus compliqué. Et, c'est vrai que pour durer, être une période d'année coach dans un même club, c'est un exploit. Donc je le vois, le président Gazot a quand même passé pas mal d'entraîneurs. Alors, vous a succédé Didier Olé-Nicole. Ensuite, il y a eu la période avec un certain monsieur qui a changé de club récemment. Il s'agit de Régis Brouard, après avoir mené Quevilly. Et que l'on va retrouver, qui plus est, sur la route du coup, puisqu'il prend Clermont. Clermont Foot, Et en effet. il y a Oli Nicole qui a Succédant à récupéré Michel Derzakarian. le dossier Rouen. Ah ouais. Voilà, donc on voit il y a beaucoup de mouvements, des noms que l'on connaît. Le court épisode de Laurent Fournier, ensuite Jean-Luc Vanouki, qui, rappelons-le, a mené Nîmes au printemps 2008 en Ligue 2. Succès Jean-Luc Vanouki qui prolonge à Martigues. à Martigues, qui est rétrogradé en CFA. Jean-Michel Cavalli avec l'épisode du maintien historique du printemps 2009. On va passer à la deuxième partie. Voilà. Noël Tosi pour la transition avant l'arrivée, la mission quasi impossible pour Thierry Froger que de maintenir le club en Ligue 2 sur on va dire une saison bien mal engagée. Et Victor Zunca qui lui succède suite au fait que Thierry Froger n'ait pas accédé à la proposition faite par le club de prolonger. Les conditions sportives, selon l'ancien coach Croco, n'étaient pas réunies pour mener le projet qu'il souhaitait. On le voit, ça fait quand même pas mal d'entraîneurs. On y en est presque un entraîneur par saison si on fait une petite division, Pierre-Paul. Oui, c'est un bon rythme, puisque effectivement, il y a parfois des entraîneurs qui sont dans l'échec, il y a qui sont changés, ce qui peut se comprendre. De temps en temps, on ne peut pas changer toute l'équipe. Et puis il y a aussi parfois des entraîneurs qui sont dans le succès, comme on vient de voir avec Thierry Froger, qui sont quand même changés. Donc oui, c'est sûr qu'au Nîmes Olympique, quelque part, le changement, c'est maintenant, comme dirait l'autre.
Olivier, lorsqu'on voit la liste et les noms quand même abordés, on pense à Laurent Fournier, on pense à Jean-Michel Cavalier, on pense à Jean-Luc Vanouki, à Régis Brouard, c'est quand même une constante de choisir des entraîneurs avec une personnalité affirmée, voire même beaucoup de tempérament. Et je crois que de toute façon, c'est le président qui décide de ce qu'il veut comme profil d'entraîneur pour son groupe, pour son club, pour son équipe. Après, je pense qu'il tente des coups de temps en temps. Ça marche pas. Toujours est-il, c'est qu'on ne peut pas savoir avant si l'entraîneur va être performant ou pas. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut constater quand même que dans l'ensemble, c'est quand même un constat d'échec de changer aussi souvent d'entraîneur. C'est-à-dire que soit on ne fait pas les bons choix dès le départ, ou soit on n'arrive pas à inscrire notre entraîneur choisi dans un projet durable. Donc je ne sais pas où est le mal, mais c'est vrai que si on veut une certaine stabilité et si on veut un Nîmes Olympique pérenne, on va dire, en Ligue 2, il va falloir qu'à un moment donné avoir un projet costaud et solide. Oui, il faut espérer cette fois que Victor Zwenka, qui a l'air d'un homme empreint de sagesse, comme dirait l'autre. Mais empreint de multitude de clubs aussi. Hein. Oui, voilà, empreint de Je dirais multitude le bémol, de clubs. c'est ça. C'est un peu l'inquiétude. Il a fait beaucoup en même temps, de clubs. c'est un homme plutôt de coups et de coupes, puisque sur les championnats, c'est un résultat assez moyen. Par contre, il a déjà gagné une Coupe de France, il a déjà arrivé à amener en finale. Il a gagné la Coupe de France avec un club de Ligue 2, ce qui est quand même pas commun. C'est pas évident. Donc, je ne sais pas, Nîmes Olympique va peut-être redevenir un club de coupe. Pourquoi pas, ça enflammera les costières. Mais c'est vrai que pour ce qui est de son parcours, il n'est pas forcément rassurant pour les championnats. Alors ce championnat de France de Ligue 2 va débuter, vous le savez, à la fin du mois de juillet, passer l'épreuve de l'Euro 2012. Il va débuter sous quelques inquiétudes quant à sa préparation, notamment concernant déjà la négociation des droits d'image, c'est déjà ce que ce sera, et puis la négociation et l'organisation par la LFP qui fête son 80e anniversaire cette saison. Quant aux horaires, aménagement de match le vendredi à 21h, une grande affiche qui, pour ne pas pâtir de la concurrence avec d'autres rencontres, pourrait voir les rencontres de Ligue 2 être décalées à 18h, voire même à 19h. C'est en discussion. Pour l'instant, rien n'a été officialisé. Toujours est-il qu'il y a de grandes inquiétudes qui sont nourries du côté des supporters. Et un collectif SOS Ligue 2 s'est formé à l'initiative des principaux groupements de supporters des clubs de Ligue 2. Une vingtaine de ces formations a déjà rejoint ce collectif dont on va mettre le site internet sur l'écran. C'est le www.sos-ligue2.com. Je répète, le www.sos-ligue2.com avec une pétition en ligne pour demander auprès du président de la Ligue française de football professionnel, Frédéric Thiriez, bien de ne pas faire ces matchs à 18h et 19h, ce qui pourrait occasionner, on l'imagine, Olivier, Patrick, la grogne des supporters pour sortir peut-être plus tôt de leur travail et se rendre au stade. Parce qu'on ne peut pas jouer quand même au football sans supporters. Et je veux bien que l'aspect économique soit très important, mais je crois que si on joue devant un stade de 2-3 000 personnes, parce que ça sera les retraités, etc., qui ne peuvent pas trop crier et tout, je crois que ça va galvauder un championnat qui n'a pas besoin de ça. Et je crois que c'est vraiment pas une bonne idée de pouvoir jouer à 18h, tout le monde, pour ainsi dire, travaille au soir du boulot. Je ne conçois pas qu'on fasse un match comme ça avec si peu de personnes au stade. Je pense qu'il faut reprendre aussi quand même le credo de Michel Platini, c'est-à-dire rendre le football au footballeur. Et là, on fait l'inverse complètement, c'est-à-dire que, on donne. C'est vrai que Beansport a racheté les droits, donc ils font a priori ce qu'ils veulent. Malheureusement, faire ce qu'ils veulent, c'est aussi vider les stades. Et je crois que c'est avant tout un manque de respect aux supporters, aux clubs et aux joueurs de football que de faire ces matchs à 18h, parce que déjà qu'il n'y a pas une grande visibilité en Ligue 2, si en plus, parce qu'à part RMC Sport et Eurosport qui offraient des images de Ligue 2, à part ça, on n'entend pas parler de Ligue 2. Si en plus aujourd'hui on les fait jouer à 18h, on n'a qu'à dire la Ligue 2, on ne veut plus entendre parler, puis ce sera plus simple, quoi. Donc respect d'abord aux supporters qui aimeraient se déplacer, parce qu'on ne parle pas des déplacements, mais c'est fini pour eux les déplacements si on joue à 18h. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même être raisonnable et revenir à des choses plus saines. Et puis souvenons-nous qu'il y a une vingtaine d'années, à l'époque où la Ligue 2 n'était pas la Ligue 2 mais était la Division 2 et qu'elle était formée de deux groupes, le groupe A et le groupe B. On se souvient que le titre de champion de France de D2 se jouait lors d'un match
de classement, en tout cas entre le groupe A et le groupe B. Les matchs se déroulaient en Division 2 le vendredi soir, et ce qui n'empêchait pas de voir aussi les affiches de Division 1 le vendredi soir. C'est vrai, à une époque, Pierre-Paul, où la télé avait peut-être moins d'emprise sur les championnats de France. C'est vrai qu'ils veulent optimiser l'investissement, ils veulent valoriser, mais là, on comprend bien que avancer à 18h le samedi, finalement, ou à 19h, beaucoup de gens s'y retrouvent, de spectateurs s'y retrouvent. Le vendredi, non, ça va avoir la catastrophe. Là. 18h le vendredi, on va vider les stades. À Nîmes, on bénéficie quand même d'une belle affluence. Il faut toujours le rappeler, y compris en national. Donc en Ligue 2, on va encore remonter d'un cran. Il y a des clubs qui souffrent plus. Donc je pense à nos voisins, d'Istres ou d'Arles-Avignon. Donc si on va vers des matchs à 18h, on va un peu vers la cata. Or, le spectacle a besoin. Le spectacle football a besoin de supporters dans les stades, mais sinon le spectacle il est moins bon, il est moins beau. Donc tout le monde va s'offrir de ça. Oui. Alors peut-être qu'il faut trouver un 20h, c'était pas mal. 19h, je ne sais pas si ça ne peut pas le faire. Le samedi 15h a fait ses preuves au cours des derniers hivers. Samedi 15h, on a vu que c'était pas terrible au niveau de l'affluence. Peut-être question à Nîmes en tout cas, oui. Dans d'autres stades. Mais rappelons que la première des choses que veulent les supporters dans la pétition, ils le disent, mais ça fait des années qu'ils se battent, c'est d'être visible à partir du samedi, c'est-à-dire de jouer le samedi soir. Et si jamais ils ne peuvent pas le samedi soir, puisque chaque année on leur dit que c'est pas possible à cause de la Ligue 1, eh bien c'est vendredi soir. Mais là, c'est carrément se foutre de 18h, c'est pas possible. Bon, je sais pas, ça va être compliqué à gérer pour la Ligue, qui essaye de trouver 3 sous avec cette Ligue 2. A priori, les Qataris sont prêts à mettre un peu de sous, mais du coup, ils ont leurs exigences. Voilà, c'est très compliqué. Pierre-Paul qui est bien placé, quand on est responsable d'un groupe de médias, est-ce qu'on doit à tout prix passer en force sur ce genre de dossier, ou est-ce que c'est sa viabilité d'abord qui est prioritaire? Comment on fait dans ces cas-là? Je sais pas. Là, franchement, je pense qu'avoir un événement football le vendredi soir, c'est important pour eux, et je pense que c'est important pour la Ligue 2. Mais effectivement, ils n'ont peut-être pas mesuré l'impact d'avancer les matchs à 18h, parce que ça va d'une certaine façon vider les stades, et donc vider on voit bien, un stade plein. Pour faire des images, c'est mieux qu'un stade vide. Quand vous marquez des buts avec les tribunes vides derrière, c'est pour être un match du quartier. Donc c'est pas possible. Il faut qu'il y ait du monde dans les stades. Pour terminer, se pose le problème d'une chaîne qui obtient les droits télé des 2 divisions finalement. Parce que si CFoot existait encore par exemple et gardait la Ligue 2, on n'aurait pas ce problème-là. Puisque finalement Al Jazeera gérerait, Beansport gérerait son match du vendredi soir de Ligue 1, et dans le même temps les amateurs de Ligue 2 pourraient regarder sur CFoot ou autre chose son match de Ligue 2. Or là, comme ils sont seuls détenteurs des droits, c'est vrai que l'équilibre qui existait il y a 3 ans avec notamment ma chaîne sport parvenait, on va dire, à concilier toutes les demandes. Oui, mais enfin, ils ne faisaient pas tous les matchs, c'était quand même pas glorieux quand même non plus. C'était un peu particulier. Bon, il y a cette option du vendredi. Alors, ils ont encore remonté au jeudi, mais le jeudi, vous avez la Ligue Europa League. Le mardi, le mercredi, vous avez la Ligue des Champions. Et le lundi, il y a Croco Hebdo. Et il y a un match sur Eurosport aussi. Il y aura peut-être le match, je ne sais pas si c'est encore confirmé. On va prendre quelques aspirines avant d'établir les calendriers footballistiques de la semaine. On va revenir sur l'actualité du Nîmes Olympique, et plus particulièrement celle de l'amicale des anciens du Nîmes Olympique, vous le savez. Fêter son 30e anniversaire. On va lancer ces images avec une grande ambiance samedi dernier du côté du domaine de la Bastille, du centre de formation à l'occasion de ses 30 ans, avec un grand tournoi de football organisé sur les terrains du centre de formation. Grande journée avec ces images tournées par Robert Caillol, la 10e édition du tournoi Michel Audasso, qui s'est déroulé dans une ambiance, Patrick, on va le dire, à la fois sportive, conviviale, ce qui n'a pas empêché les anciens crocos et vous-même, Patrick, d'emporter le trophée qui était revenu l'an passé aux anciens de Daudet. On voit ici les images pour cette journée 2 parrains exceptionnels en la personne de René Girard, l'entraîneur du MHSC champion de France, qui, rappelons-le, a porté plus de 300 fois le maillot du Nîmes Olympique en match officiel, ainsi que notre ancien croco, Adolphe Scherer, finaliste en 1962 de la finale de la Coupe du Monde organisée au Chili avec l'équipe de Tchécoslovaquie. Et noté parmi les équipes engagées, on le voit, les copains de Marseille, les 2G de Beaucaire, les anciennes de Daudet, l'amicale des anciens footballeurs avignonnais, Pont-Saint-Esprit, encore les vétérans stéphanois. Et puis des spectateurs venus en nombre. Ça joue vite, quand même, c'est impressionnant. Pour justement applaudir ces très belles actions que l'on voit ici. Avec un but, il y a eu des buts du spectacle pour cette finale entre l'amicale des anciens Nîmes Olympiques et puis leurs collègues avignonnais.
avec une victoire sans discussion, 4-0 en faveur des Crocos. Et chaque participant qui s'est vu remettre une récompense à l'issue de ce tournoi. On sent que sur ces images, Patrick, tous les participants ont pris un immense plaisir d'une part à se retrouver, puis aussi à jouer ce match. Oui, effectivement. Puis disons que c'était la finale, le club montant en Ligue 2, nous c'était important aussi, malgré que ça soit convivial, de remporter le tournoi. Ça faisait 4 ou 5 ans qu'on n'avait pas gagné. Donc cette année, on fait carton plein. Et puis d'avoir René Girard présent avec Adolphe Scherer, André Cabil, Jacques Novi. Donc c'est quelque chose de fabuleux pour nous. Et Christian Nigard, là, à qui on peut tirer un grand coup de chapeau. Ça a été un grand joueur du Nîmes Olympique. Donc, et à la remise des récompenses où tout le monde était bien présent. Et... Vous avez réussi à avoir tous les candidats. Tout le monde est venu. On a fait carton plein. Voilà, on a fait carton plein. C'est rare. Hein. À droite, à gauche. Bravo. Et le soir, il y a eu une très belle soirée au golfe de Vacquerolles. Je fais un coucou à Olivier, le grand patron là-bas, qui nous a reçus comme un chef. Et une grande félicitations à la Peña Occitane. Ils se reconnaîtront. Christian Nigard qui avait aussi été mise à l'honneur en décembre dernier par la ville de Nîmes lors de la remise des trophées et des sports. On va revenir sur cette belle victoire 4-0, ni plus ni moins avec le coach de l'amicale des anciens du Nîmes Olympique. Je vous propose d'écouter Thierry Delbar. On a pu défendre notre tournoi vaillamment puisqu'on l'a remporté. On avait une revanche à prendre sur les anciens de Daudet. Donc finalement, on l'a emporté contre une belle équipe d'Avignon. On récupère enfin ce trophée qu'on avait perdu l'an dernier. Mais bon, l'essentiel, c'est pas de gagner ou de perdre. C'était vraiment d'avoir réussi une journée conviviale. Hein, on entend encore la musique de la Peña qui était présente, qui met l'ambiance. On a des équipes qui viennent donc disputer un tournoi, mais avant tout, c'est l'état d'esprit, c'est la convivialité qui prime. Voilà, retour sur le plateau avec d'autres personnalités présentes au cours de cette belle journée. Bien évidemment, le président du Nîmes Olympique, de la SASP, Jean-Louis Gazot, mais aussi des joueurs que vous connaissez bien, les anciens du Nîmes Olympique. On pense à Adolphe Scherer, qui porta le maillot du Nîmes Olympique entre 1969 et 1972 avant de finir sa carrière du côté d'Avignon, ainsi que M. René Girard. Ça représente beaucoup pour moi, pour le club, parce que on se tourne vers l'avenir certes, mais il faut se servir du passé. Et là, on a l'occasion de rencontrer des joueurs, des dirigeants, des arbitres qui ont fait le passé de Nîmes Olympique. Et si Nîmes Olympique en est là, on leur doit beaucoup. Je n'étais pas président à l'époque, bien évidemment, mais c'est des joueurs que j'ai côtoyés, soit à l'hôtel, soit autour des terrains. Donc ça me fait toujours plaisir de les voir. Notamment Nigard, qui a eu un grave accident et qui se remet petit à petit. De voir Madame Adams aussi. Et de voir dans un ordre d'idées beaucoup plus optimiste René Girard, qui a fait un parcours à Nîmes notamment exemplaire et qui est champion de France, ça se réjouit pour lui. Ah oui, il y a quelques bons joueurs, hein, qui accès pro quand même, hein, il y a un bon qui reste. Hein. Avignon, Nîmes, finale, c'était très bien comme match pour les vétérans. C'était vraiment super bien. Et tous les joueurs que je connais avant, j'ai entraîné, etc. Pour moi, c'était un grand plaisir. Oui, c'était bien organisé, chapeau. J'ai toujours beaucoup de bonheur à revenir ici et quand je retrouve comme ça une même journée, Jacques Nouvi, Dédé Cabil, Adolphe Scherer, Monsieur Roux, j'en saute, mais pour moi c'est un bonheur parce que ça représente toute ma jeunesse, donc ouais, c'est des moments forts. Je crois que quand on a la fierté d'avoir le croco sur le cœur, eh bien, c'est de donner le maximum. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'un jour ou l'autre, on reverra, je ne sais pas si je serai toujours dans le coin, mais j'espère qu'on reverra des matchs Montpellier-Nîmes. Je crois que pour une région, c'est quelque chose de fabuleux, donc je suis très heureux que les Nîmois soient remontés en deuxième division et j'espère que dans les années à venir, ça sera mieux. Revoir des matchs Montpellier-Nîmes. Patrick nous soufflait en micro en Coupe de France, mais pourquoi pas très bientôt en Ligue 1? Ah oui, effectivement, ça serait parfait. Mais je crois que René, ça a été un grand plaisir de revenir parce que je crois qu'il est plutôt croco quand même. Au fond de lui, il a quand même des couleurs. Il a porté 2 maillots dans sa vie. Eh oui. Le Nîmes Olympique et les Girondins de Bordeaux. Girondins de Bordeaux. Tout à fait. Mais je crois qu'à Montpellier, il a fait quand même un beau travail. On ne peut pas dire que le président Nicolet, c'est quelqu'un de fantastique. Je crois qu'il mérite lui aussi ce titre autant que René Girard. Ça fait plaisir, Pierre-Paul, de voir un Vauverdois revenir comme ça aux sources de sa carrière footballistique. Vous avez vu ça, il est super, René Girard, vraiment.
C'est vraiment un gars super. Et puis, ce qui est amusant, c'est l'image qu'il peut avoir au niveau national, parce que c'est vrai que des fois, il pète les plombs et il est terrible. Il est très impressionnant quand vous parlez avec des journalistes qui sont pas d'ici. Ils vous disent, mais Girard, c'est un fou furieux. Et puis, il est adorable, quoi. Il est vraiment très, très sympa. Très sympa. Olivier. Je tiens à dire que je l'ai vu jouer, malgré mon jeune âge, sous les deux tuniques. Celle de Nîmes Olympique et celle des Girondins de Bordeaux. C'était un coup de phrase, je me rappellerai toujours. Et ce gars-là m'avait impressionné. Et puis c'est un gars qui est, comme dit Pierre-Paul, nous on l'avait, avant qu'il signe à Montpellier, on l'a eu sur ce même plateau. Il a été d'une gentillesse incroyable. Mais après il a une autre image en Ligue 2, mais c'est aussi une carapace pour protéger son groupe. Mais ne vous fiez pas aux images que vous voyez sur Canal Football Club où ça n'a rien à voir avec l'image qu'il a la réalité au quotidien. du personnage. C'est un super Puis mec, on le c'est voit un là, immense. quand même. Voilà. Ouais. René Girard, ancien Croco, coach champion de France cette année avec Montpellier. On va observer une courte pause et puis on va revenir dans cette émission pour la deuxième partie de Croco Hebdo. On reviendra sur le bilan complet, statistiques de la saison, les meilleures images, les matchs clés, les joueurs qui ont compté au cours de cette année 2011-2012, les plus beaux buts, tout ça. C'est la deuxième partie de Croco Hebdo. Ne zappez pas, on revient très vite. On va y aller. Enfin une bonne situation. Et but Issou Ouattara pour sa première entrée au Costière. Ouais, c'est parti pour Corrèze. C'est pas trop mal frappé. But le doublé de Seydou Koné. Superbe passe de Corrèze qui a mis un ballon, il a mis une galette sur la tête de Koné qui double la mise. Ce garçon, Corrèze, a les pieds en or. Allez, Ogunbi, bien frappé. Eh oui, superbe but, Poulet. Pour les Limois, 2-0. 2-0. Sur ce beau corner de Ogunbi. Ogunbi est bien coupé par Poulet. Pour le capitaine Benoît Poulet. Allez, Steve Agui qui a marqué lui aussi un. Bien joué Corrèze. Ouais. Aïe aïe aïe. Allez, but. Oh, le but. Oh, le but Sissane avec un bon ballon redonné par Malik Sissane. Par Koné. Superbe but de Sissane. Goal de Malik Sissane. Un moment où on attendait le moins finalement. Ouais. Et le premier de sa saison, Malik Sissane qui vient récompenser un début de saison magnifique du milieu nîmois. Qui allait faire jouer le porteur. Allez Agui, ça tourne de faire jouer maintenant Parpex. Parpex, ça c'est super de la part de Parpex, ça c'est très bien joué. Allez, voilà, c'est bien. Eh oui, c'est très bien ce qu'a fait Parpex. De la part de Parpex là. Il n'y a pas d'enjeu. Allez, il y a 2 contre 1 à faire. Il y a 2 contre 1. Oui, superbe but de Agui qui marque son troisième but. Et Steve Agui qui marque son troisième but à 3 rencontres. Et ça, c'est encore grosse faute du milieu niortais, mais très belle anticipation de Parpex en défendant très très haut. Voilà, c'est contré. Pas cette fois-ci. Ouais, le bon contre. Allez, il faut profiter de ce contre. Ogunbi qui élimine. Il va écarter. Superbe, allez. C'est bien joué de la part. Ah, il n'a pas mené avec lui. C'est pas grave, il y a encore l'espace. Ouais, Benezé, il n'est pas en jeu. Allez, il faut du monde à la surface. Là. Et c'est encore Diédiou qui sauve son équipe. Sur une tête plongeante. Koné. La frappe à venir. Enroulé. Allez, le but de Ogunbi. Une lutte de la part de Ogunbi qui a bien enroulé. But phénoménal. Superbe but. Et que c'est mérité. Bien mené. Et que c'est mérité. Un but à la Messi. Et c'est pas bon les clubs que ce soit Ogunbi finalement. Ouais. On sentait l'exploit individuel arriver quand même. Tu l'avais annoncé. Il conserve toujours les jeunes et c'est vrai que Kagui, quand il est rentré, n'avait pas fait une prestation exceptionnelle. C'est normal qu'ils soient sortis du groupe. Allez, attention, ce centre à venir d'Ogunbi. La tête de Koné.
centre et but magnifique de Koné qui nous fait une pirouette fabuleuse. Oh là 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 là. Venu d'ailleurs. Très solide. La défense rouennaise. Un ballon qui revient par chance à Koné qui s'est retourné. Il est face au gardien. But de Koné. Super but de Seydou Koné. Il est mérité du hors-jeu. C'est à la limite, ouais, tout à fait, mais bon. Et ce qu'on venait de dire à l'instant, c'est concrétisé. Enfin, un but pour le meilleur attaquant de ce début de match, Koné, qui a fait preuve de beaucoup de métier. Allez, c'est frappé, c'est bien coupé, c'est but. Superbe but. Largement mérité pour les Crocos. Oui, superbe but. Une galette fabuleuse de Yumi. Et but de... C'est Stozic. Ouais, c'est Miodrag Stozic qui ouvre son compteur-but. Ah ouais. Et encore un but coupé. Un casque d'or. Premier poteau. Ah ouais, magnifique. Très très bien frappé encore. Ça fait un mois et demi qu'on n'a pas gagné au Costières. Avec cette équipe de Colmar. Oh, un superbe but de Koné. Oh là 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 là. Une frappe magnifique avec un pied gauche extraordinaire qui est allé enlever l'araignée, la toile d'araignée du but du gardien de Colmar. Quelle entrée en matière pour les Nîmois. Oh là 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 là, quel but, les filets, ça rappelle. Qu'est-ce qu'on voit comme joli but oh là 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 là, vraiment, on ne pouvait pas commencer mieux. Belle récupération là. Corrèze qui fait un très très bon début de match. Ah, il a envie Corrèze, allez, bon ballon pour Bénézé. Bénézé, faut pas le rater. Ouais. Pour sa première bon but de Bénézé, joli. Belle récupération. Bonne récupération et superbe ballon donné sur Bénézé. Et Olivier parlait d'efficacité. Et quasiment première occasion et premier but. Ouais, mais c'est sur une belle transversale, superbe. Alors, on a vu le tacle glissé de Corrèze. Olivier, qu'il est le numéro 1. D'ailleurs, je crois pas que les Nîmois se font. Koné, quel solide, qu'est-ce qu'il est solide. Il faut aller au bout, mon petit. Ouais. Oh là là, qu'il est beau. Superbe but de Koné, quel but. Il a tout fait, Koné. Koné, il a tout fait. Il s'est retourné, il a fait petit pont, il a accéléré, il a roulé. Et il a fait la misère. Quel but, le plus beau but. Et je pense que Besançon ne sera pas à l'heure aujourd'hui. Le train partira sans eux. Énorme signé Seydou Koné qui fait le ouais, il a fait tout seul. Il se l'est fait tout seul, Koné. Oh, quel but de Seydou Koné. Ah oui. C'est aussi ça le national, hein. C'est bien beau de flammer, mais il faut aussi tenir la longueur. Voilà, ça s'est joué. Allez, Adou, il faut passer derrière Agui, voilà, il faut prendre le couloir. Voilà, comme ça on donne une solution. Oh, que c'est bien joué ça. Oh, que c'est bien joué. Allez, la frappe à venir. Bravo. Ouais. Oh, le but. Le but exceptionnel de Parpex. Oh, le but de Monsieur Parpex. Oh là là là, énorme Parpex. C'est un scud venu de l'autre monde qui est arrivé à atterrir dans la lucarne de Delecroix. Quel but, Claude. Ah, magnifique. Et ça vient récompenser l'énorme début de partie de ce joueur qui était vraiment au four et au moulin. Qu'on avait vu depuis le début de cette partie. Quel Et gageons qu'en Ligue 2 version 2012-2013, déjà le Nîmes Olympique soit comme cette saison meilleure attaque de national. Gageons qu'il y a encore beaucoup de Goubilly, de Ouyoumilly qu'on a parfois pu l'entendre dans les propos de Patrick, que les buts soient, comme le disait Claude, à l'extrême limite du hors-jeu ou encore, mais quelle erreur de défense. En tout cas, on voit, messieurs, vous avez pris beaucoup de plaisir à commenter tous ces buts. Alors moi j'aime beaucoup le Patrick qui s'acharne à réveiller Claude quand même. Hein Claude, il est beau celui-là le but quand même Claude. Claude, ah oui.
Fin de semaine difficile pour club. Là, c'est vrai qu'on a vu des buts magnifiques quand même. Là. Merci du montage, Christophe. On a vu plus de buts magnifiques signés Nîmes Olympique au Costières cette saison que dans les 5 saisons précédentes. Oui, on peut le dire, ouais. Carrément. On a été gâtés. On a été gâtés. Allez, justement, une équipe qu'on va mettre sous les feux des projecteurs avec ce qu'on a appelé ici l'équipe type de la saison 2011-2012. Le principe est simple. On a réuni les 11 joueurs les plus employés par Thierry Froger au cours de ce championnat et on a essayé de faire une organisation de jeu, on va dire, plutôt logique par rapport à ces 11 joueurs les plus employés. Donc on y retrouve Cyril Merville, bien évidemment, la charnière classique avec le capitaine Benoît Poulain, Vincent Carlier. Du fait de sa blessure et de sa lésion à la cuisse droite, Maxime Poungé, malgré un gros temps de jeu, n'est finalement pas dans cette équipe type. Oui. C'est pour cette raison qu'on a mis Jonathan Parpex dans ce rôle de latéral gauche qu'il a eu en fin de saison en défense. Moussa Sidibé à droite. On a mis Sébastien Piocel dans ce rôle de sentinelle jouant devant la défense. En milieu défensif, Yassine Adou ainsi que Murek Stozic. Et puis, on aurait aimé mettre Moritala Ngumbi en 9,5 décrochant devant la pointe qui est Sédou Koné, mais on n'avait pas de joueur pouvant jouer à droite. Et on sait qu'Ngumbi a été très précieux sur cette aile droite, tout comme Steve Agui, lui aussi en qualité de buteur à gauche. Sédou Koné. Un mot, Olivier, sur cette équipe type qui, si elle n'a pas le profil d'une équipe pouvant jouer, est en tout cas celle qui est le reflet de ce qu'a été le collectif nîmois cette année. Si on prend les stats, c'est clair que c'est l'équipe qu'il faut mettre. Ensuite, c'est vrai qu'il manque encore Bénézé dans cette équipe. Il manque Baldé. Baldé qui, à l'intersaison, a fait vraiment... qui, pour moi, a bouleversé un peu le visage de l'équipe nîmoise. Et bien sûr, il manque l'énorme Poungé qui a fait vraiment une saison fantastique à gauche. Voilà, ces 3 joueurs sont importants. Ils auraient dû être dans cette équipe type. Mais si on prend le temps de jeu, c'est l'équipe qu'il fallait mettre. Par contre, on n'oublie pas donc Bénézé, Poungé et Baldé. Les aléas du championnat et des blessures, année particulièrement compliquée pour le coach Thierry Froger en termes de gestion des blessures de ses joueurs. On va voir Maxime Poungé qu'on a sélectionné parmi nos joueurs coup de cœur de cette saison. C'était lors de la photo traditionnelle du Nîmes Olympique. Maxime Poungé, on rappelle, un joueur prêté pendant une saison par les Girondins de Bordeaux qui avait besoin de temps de jeu et qui s'est, Patrick, on peut le dire, totalement affirmé dans un poste très exigeant, on le sait, en national. Oui, effectivement, il a su profiter de la blessure en début de saison de l'arrière-gauche Aurélien Bosch. Et il a été après extraordinaire puisqu'il a fait tous les matchs. Je crois que s'il a été blessé à la fin, c'est qu'on a tiré énormément sur la corde. Il a tiré sur la corde. Mais je crois qu'il a gagné son contrat professionnel à Bordeaux. Il va être dans l'effectif. Et je crois qu'il ne sera pas très très loin d'évoluer, lui, en Ligue 1. Alors il sera de la doublure de Trémoulinas. Donc c'est quand même beau. Trémoulinas qui est un petit peu pas en fin de parcours, j'exagère. Puis il se blesse régulièrement. On a besoin. En plus, ils sont sur beaucoup de tableaux. Bordeaux, ils ont décroché la Ligue Europa. Donc Poungé, rappelez-vous de ce nom, on va en reparler. Alors rappelez-vous du début de cette saison 2011-2012 avec des épisodes particulièrement difficiles à gérer pour le coach Thierry Froger, des joueurs qui n'ont pas voulu reprendre le chemin de l'entraînement. On pense à David Gigliotti, on pense à Olivier Davidas, on pense à Alfousseni Keïta qui a aussi bien demandé que son salaire ne soit pas baissé juste avant le match à Fréjus-Saint-Raphaël. Une série de défaites, un groupe qui tarde à se construire, les pires conditions réunies pour un entraîneur. Et finalement, Patrick, après 2 mois particulièrement difficiles pour Thierry Froger, le retour de la victoire devant un prétendant à la montée, c'était à la fin du mois de septembre au Costières. La réception de Niort, on peut le dire, c'est que le début de saison a été très compliqué. C'est le premier enseignement de cette saison. C'est le premier enseignement. Puis c'était Niort, on pensait que ça serait difficile. On fait un superbe match. Mais je crois qu'il a su assainir l'effectif, là, Thierry Froger. C'est vrai que même si Jean-Louis Gazot l'a aidé, je crois que le premier détonateur, ça a été lui. Il a eu quand même le courage. Et c'est pas évident de mettre à l'écart des joueurs qui n'avaient rien à faire dans le football. Parce que c'est comme dans le métier, n'importe quel métier, on n'a pas le droit de galvauder son métier et de dire moi je vaux tant ou je ne veux pas être diminué. Ça, c'est inadmissible. Surtout lorsqu'on a la chance d'être sous contrat. Oui, qu'on a la chance d'être sous contrat. Et d'abord, ça y a donné raison, puisqu'après les autres, ils se sont perdus dans la nature. Oui, parce qu'ils ont fait le bras de fer, comme on dit aujourd'hui, et puis ils l'ont perdu, et c'est tant mieux, c'est très bien, il y a une justice, parce que ce sont des jeunes que l'on a vus pas très performants lors de cette saison de la descente, franchement, ils ne nous ont pas enthousiasmés, vraiment de trop rares moments, et en plus ils la ramènent à l'intersaison en ayant des exigences
Écoutez, Thierry Froger a fait le ménage et il a franchement très bien fait. Et pour l'un d'entre eux, il disait qu'il ne voulait pas jouer à la nationale. Ça a été mieux, il a joué avec la réserve professionnelle d'une équipe professionnelle, il a joué en DH cette saison. Il se reconnaîtra. Allez, un premier focus sur un des matchs phares de cette saison, en tout cas par rapport à une dynamique enclenchée. C'était juste après la défaite à Ajaccio, au Gazélec. Regardez, on est en plein cœur du pays de l'Ariège, c'était à Luzenac, avec une très belle victoire 3-0 pour un groupe qui pourtant sur ce match-là a été sanctionné par l'exclusion de Sédou Koné, le goléador sur la pelouse du stade Paul Fédou pour une charge contre le gardien luzenacien. Et pourtant, ce jour-là, le Nîmes Olympique a su faire preuve de solidarité, Olivier, dans son collectif, en l'emportant 3-0. Alors qu'on va revoir ici la blessure du gardien de Luzenac face à Sédou Koné, Olivier. Oui, c'est vrai qu'on a eu des éléments favorables quand même, parce qu'il change de gardien, ça nous permet après de jouer face à eux sans... Voilà, donc c'est vrai que c'était un match, un tournant, on va dire. Et puis le score ne reflète pas forcément le scénario du match. 3-0, on le rappelle. Voilà, c'était un des tournants de ce championnat. Avec des buteurs, on va dire, inattendus. On pense, Nicolas Bénézé avait parachevé la victoire, mais on pense notamment à Lamine Diarra-Souba qui a inscrit ce jour-là son seul et unique but en championnat avant son départ du Nîmes Olympique. Et puis surtout, Emmanuel Corrèze, buteur heureux sur coup franc face à un gardien de fortune, puisque pas un vrai gardien. Le deuxième gardien remplaçant de Luzenac a été expulsé pour une erreur d'appréciation sur une sortie en dehors de sa surface de réparation. Alors justement, notre focus, on va revenir en image sur Emmanuel Corrèze. C'est un petit peu le secteur de jeu, Patrick, on peut le dire, qui a permis aux Nîmois, au cours de l'automne, de se remettre dans le cours de ce championnat, alors qu'on voit ici l'exclusion du deuxième gardien de Luzenac. Le milieu défensif, avec deux joueurs vraiment importants. Malheureusement, le premier sort sur blessure au cours du même mois de décembre. On pense à Abdelmalik Sissane. Et on pense également à Emmanuel Corrèze, qui 2 semaines après ce match, on va voir une photo d'Emmanuel Corrèze, ont été les premiers véritablement à apporter des solutions dans le jeu nîmois. Oui, malgré ces 2 blessures, on a su quand même rebondir. Purcell qui est revenu, il y a eu Adou. Heureusement qu'on avait un effectif quand même qui était important, parce qu'on aurait été un petit club comme Luzenac. Il n'y a rien contre Luzenac, contre leur effectif, mais je crois que c'est ce qui a fait la différence à un certain moment pour pas qu'on plonge. Avec tous les malheurs qu'on a eus, on a su gagner les matchs. Et là, ce match était hyper important parce que quand on a vu Luzenac venir jouer chez nous l'avant-dernier match, ils nous ont fait une impression formidable. C'est vrai qu'ils jouaient, bien sûr, sans la pression, ils savaient qu'ils se maintenaient et tout. Mais je crois que c'est une équipe qui était intéressante et pour nous, ça a été hyper important de rebondir en gagnant 3-0 là-bas. Il fallait le faire. Et c'est quelque chose de très positif. On parlait d'Emmanuel Corrèze. On va voir une image d'Emmanuel Corrèze, l'apport d'Emmanuel Corrèze. Oui, pour compléter justement ce que dit Patrick, je crois que ça coïncide vraiment l'arrivée d'Emmanuel Corrèze avec les premiers bons résultats pour Nîmes Olympique. Il rentre, il se blesse rapidement, mais il apporte vraiment une certaine stérilité, stabilité. Et dans le jeu, on le voit sur le décibélomètre, il amène beaucoup de balles de but. Et coïncide avec cette arrivée d'Emmanuel Corrèze et cette stabilité du milieu de terrain, l'éclosion de Malik Sissane. Franchement, ça a été une révélation. Malheureusement, il se blesse gravement. Mais pour moi, ces 2 joueurs ont vraiment bouleversé l'équipe nîmoise. Et ensuite, il y a l'arrivée de Baldé à l'intersaison, qui pour moi est un deuxième gros tournant dans l'équipe. Et heureusement qu'il était là. Oui, qui est venu pallier cette faiblesse-là, apparue avec la blessure justement et de Corrèze et là, il n'y a pas eu fausse donne, ils ne se sont pas plantés dans le recrutement. Un club qui s'est distingué tout au long, au début de l'hiver, après cette victoire à Luzenac, notamment avec une belle victoire au Poiré-sur-Vie, et qui s'est mis dans la dynamique d'un véritable champion de national, notamment au début du mois de janvier, avec cette victoire 4-1. Et c'était au Costières devant Fréjus Saint-Raphaël, où on a vu ce soir-là, Patrick, véritablement la dynamique et la montée en puissance de joueurs tels que... Pas assez de connaître forcément, mais il était suspendu parce qu'il a purgé plusieurs matchs de suspension après le carton rouge de Luzenac. Mais sur le collectif nîmois, on a vu justement que notamment les joueurs d'aile étaient capables d'apporter un plus. Et on se souvient qu'on a dénombré cette année pas moins d'une quinzaine de buteurs différents sous le maillot Croco. C'est ce qui a fait la différence sur la saison. On voit que ce soit Agui qui a marqué énormément de buts par rapport à la saison précédente. Il y avait comme Bénézé. On a eu quand même, et sur ce match-là, c'était important de faire un beau score. C'était pas évident au départ. Je crois que là, ça a été un déclic aussi. On a prouvé qu'on pouvait marquer aussi pas mal de buts, parce que je crois que les victoires étriquées, c'est une chose, mais de temps en temps, de pouvoir scorer 1 ou 2 fois dans la saison, ça peut donner du plaisir, et surtout à la maison, avec le public qu'on
championnat, ils aiment voir des buts. Je crois que là, ils ont été énormément gâtés sur cette prestation des Nîmois. Et avec Pierre-Paul, un paradoxe, c'est que cette belle victoire contre Fréjus 4-1 fait partie des matchs où, paradoxalement, Thierry Froger a fait preuve d'une certaine modestie en disant non, mais on aurait dû faire un autre match, peut-être pour que ces joueurs ne s'enflamment pas trop aussi. Ce qu'on ressentait parfois après des larges victoires sur les conférences d'après-match. Mais ça, c'est une des caractéristiques, effectivement, de Thierry Froger, que l'on a découvert tout le long de cette saison, particulièrement au début, même quand, alors je fais abstraction du mois d'août, mais même quand nous, on voyait des bons résultats, parfois à l'extérieur, eh bien, on apprenait que Thierry Froger, il avait poussé un coup de colère. Nous, on le voyait après-match, Nîmes Olympique avait gagné à la maison sur des scores parfois comme ça, formidables. Donc, on avait perdu l'habitude depuis des siècles. Et puis lui, derrière, venait critiquer la prestation de ses joueurs. Je pense que c'est une des caractéristiques de cet entraîneur-là. C'est-à-dire qu'il n'est jamais dans l'hypocrisie, il n'est jamais dans la langue de bois. Donc, il dit ce qu'il pense. Et même si parfois, apparemment, ça a pu faire un peu mal, quoi. Mais en même temps, ça permet de relativiser les choses, de ne pas s'enflammer. Parce que des fois, 4-1, effectivement, ça peut être sur une série de circonstances, de moments heureux dans un match. On marque un but, on marque un deuxième, mais ça ne veut pas forcément dire, effectivement, qu'on a fait une bonne prestation. Et parmi les capitaines du vaisseau nîmois, on va revenir en plateau, on va citer le capitaine de cette saison 2011-2012. On va le revoir en image sur la photo officielle. Il fait partie de nos coups de cœur de cette saison. Il s'agit du numéro 18, Benoît Poulain, qui a déjà connu l'accession en Ligue 2 il y a déjà 4 ans de cela, mais un joueur qui a énormément gagné en expérience, en qualité de jeu, en lisibilité, même pour ses partenaires. Un défenseur sur lequel on peut s'appuyer, Olivier, et qui pourrait peut-être frapper à la porte des grands clubs si tant est que Nîmes puisse le garder. J'ai envie de dire, ce n'est pas une surprise. Benoît Poulain, il confirme saison après saison que c'est un des meilleurs défenseurs d'abord du national et certainement de Ligue 2. Après, il y a un palier entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Est-ce qu'il le franchira, j'espère, avec les Nîmes Olympiques? Ça serait la plus belle des choses, parce que c'est un Nîmois formé au club. Parce qu'en plus, il y a une histoire. Il y a une histoire et ça ferait plaisir. Maintenant, si avec Nîmes Olympique, il n'a pas l'occasion de le faire et qu'il a l'opportunité en Ligue 1, je lui souhaite d'y arriver. Mais moi, j'aimerais que, parce que comme le disait Patrick, si on perd nos tauliers, si on perd on va droit à la catastrophe encore une fois. Il ne faudra pas s'étonner si on redescend. Et au niveau du temps de jeu des joueurs, on va le voir sur ce tableau. Benoît Poulain fait partie des joueurs les plus employés par Thierry Froger. Deuxième joueur le plus employé derrière Mouritala Ogunbi. Et devant Jonathan Parpec suivent Vincent Carlier et Sédou Koné. Autre passage de cette saison importante après ce mois de février, et puis une défaite qui a fait un petit peu qui a eu un goût d'amertume. 3-4 à domicile face au Red Star, c'était au mois de février. C'est d'ailleurs la dernière défaite du Nîmes Olympique au cours de cette saison, puisqu'ensuite il y a eu une longue série d'invincibilité. La réception de Quevilly en prélude au week-end pascal, avec une victoire qui a fait du bien, non seulement pour le goal average, mais aussi en termes d'esprit par rapport au retour aux Costières, Patrick, de Régis Brouard. C'est peut-être sur ce match-là aussi que Nîmes s'est véritablement remis sur les rails d'un prétendant à la montée en Ligue 2. Il était capital de gagner ce match. On savait qu'ils allaient faire après la Coupe de France. Donc ils ont peut-être resté un petit peu en dedans, c'est vrai, on le disait, ce qui est un peu logique. Mais nous, on en a quand même profité. Parce qu'après, ils ont prouvé que Villic, ils ont pris des points pour se sortir d'affaire. Je crois que c'était un match hyper important parce qu'on avait fait un match où Merville, il faut parler quand même de Merville, qui n'avait pas été exceptionnel sur certains matchs et qui, sur la fin de saison, a été remarquable et a permis certainement à l'équipe, dans des moments difficiles, parce qu'on a eu quand même, on a eu chaud défensivement. Il a été écarté à un moment, Al-Chaïbani a repris sa place dans les buts. Mais justement, il a une force de caractère exceptionnelle pour pouvoir rebondir comme ça, parce que c'est pas évident quand on est qu'on se fait remettre 2, le coup de massue, on le prend quand même derrière la tête. Je crois qu'avec Benoît Poulain, après, ça a été vraiment les 2 défenseurs qui ont fait la différence. Score final 3-0. Et puis parmi ceux qui ont fait la différence, on va revenir en plateau, il y a un ailier béninois qui a été la révélation, et forcément l'un de nos coups de cœur, on va le revoir en image, il s'agit de Mouritala Ogunbi, meilleur passeur avec 20 passes décisives, 7 buts au cours de cette saison.
c'est pas une information que de rappeler cela, mais c'est bien quand même de lui tirer un coup de chapeau, Pierre-Paul. Oui, il faut lui tirer un coup de chapeau parce que c'est pas non plus le plus expressif, hein, c'est pas forcément celui qu'on repère le plus, mais effectivement, révélation, régulier, vous avez dit, hein, c'est lui qui a le plus joué et c'est lui qui a le plus pesé sur le jeu des Crocos. Vraiment, là, pour le coup, une belle recrue de Nîmes Olympique. On revoit le classement des meilleurs passeurs avec Moritala Ogunbeyi et ses 20 réalisations, beaucoup de pluralisme dans le jeu du Béninois. On le voit ici, 20 passes décisives, loin devant Nicolas Bénézé, c'est le connaît Steve Agui. Mais loin devant ses concurrents dans ce championnat de national. De national, donc, plus généralement. Une autre rétrospective avec la réception de l'ogre ajaxien qui, dans des circonstances particulières, avait battu le Nîmes Olympique 2-1 au match aller sur le stade Ange Casanova. Rappelons pourquoi, parce que le dernier but des Nîmois au match aller avait été Injustement refusé. Pour reprendre vos termes, Olivier. Donc il y avait une grande ambiance, notamment lors du 20e anniversaire. Oui, parce qu'au-delà des 3 points, il y avait aussi le point du goal average particulier qui se jouait. Donc il fallait absolument gagner pour espérer être dans les 3. Le gros tifo et l'anniversaire célébré par les Gladiators avec une grande ambiance, avec, on peut le dire, Patrick, ce soir-là, une véritable ambiance de Ligue 2 en prélude à la montée du Nîmes Olympique. Oui, mais je crois que ça nous a un peu, on a été timorés, alors que c'était un match, on a eu des occasions, on a été maladroits, il faut le dire, très maladroits, parce qu'on est tombé contre des Corses qui d'habitude mettent pas mal d'agressivité. Là, ils ont été comme des agneaux, on n'a pas su profiter de ça, et je pensais qu'après ça serait difficile pour arriver à être champion, à réussir à être champion, mais là on avait quand même perdu 2 points sur cette rencontre, qui était largement à notre portée. Mais c'est un moment du championnat où on perdait beaucoup de points. Hein, beaucoup de fois 2 points. On a fait énormément de matchs nuls pendant toute cette période-là. Alors bon, on préservait l'essentiel et au final, finalement, ça a payé. C'est toujours un point de prix, mais bon, c'était assez frustrant. Quoi. Mais ce sont aussi des matchs que l'on aurait pu perdre. Oui. La saison passée, c'est des matchs que l'on perdait, ça, alors qu'on le maîtrisait de A à Z. Donc finalement, on a su quand même contrôler, comme on dit, quand on ne peut pas gagner, au moins ne pas perdre. En tout cas, on le redécouvre sur vos images, Pierre-Paul, les occasions n'ont pas manqué. Côté oui, mais il y a eu des grosses vendanges, hein, c'est pas la saison, mais c'était en tout cas la vendange au Costières. Et souligner l'affluence ce soir-là, enfin, il faut quand même réfléchir. 12 000 ou 13 000 personnes pour un match de championnat national face au Gazélec d'Ajaccio. Vous savez la passion que j'ai pour le football corse, mais quand même, avec tout le respect que je dois à mes amis du Gazélec, le Gazélec d'Ajaccio, hein, c'est même pas l'ACA, hein, c'est le Gazélec. 13 000 personnes, il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui aimeraient ça. Quoi. Il y a peut-être un club en CFA2 qui a fait peut-être mieux que tout le monde, c'est Strasbourg, qui cette année à la Méno a fait des entrées absolument remarquables. Oui, le Racing de Strasbourg, oui, effectivement. Mais qui n'est pas sa place aussi. Qui monte en CFA. On espère hein, que à moins qu'ils aient une nouvelle faillite, parce que là, c'est les champions du monde. Hein. Allez, parmi les joueurs coup de cœur, c'est un joueur qui est Nîmois depuis quelques saisons maintenant, mais il mouille le maillot, il se donne à fond physiquement, même sur les balles perdues, il se bat chaque fois. Et il a regagné sa place alors qu'il était blessé, alors qu'il ne faisait peut-être pas partie des plans du coach en début de saison. C'est ce joueur qu'on va aux côtés de Haïdar Al-Shaibani. Il s'agit de Moussa Sidibé, un taulier de l'équipe nîmoise qui arrive en fin de contrat, mais qui s'est justifié là encore en national. Il a fait le boulot, comme on dit dans le langage. Ouais. Ça a été un phénomène parce que bon, nous, c'est vrai que j'ai un coup de cœur pour lui aussi parce que c'est quelqu'un de super avant le match, après le match, il est toujours souriant. Il adore la pelouse parce qu'il aime se jeter. Il est vraiment atypique. C'est un joueur qui a 20 ans malgré son âge et je crois que il a 30 ans. Il a 30 ans, il a 30 ans, mais c'est un jeune trentenaire qui a plein d'envie et je crois qu'il va être reconduit peut-être pour un an supplémentaire d'après les échos que j'ai eus. Je crois que c'est quelqu'un d'important pour l'ambiance et puis bien sûr pour son talent de footballeur. Moussa Sidibé, dont les adducteurs ont été mis à rude contribution et qui a eu du mal à finir la saison. Allez, avec des dernières images du dernier match au Costières, forcément, la victoire face au Port-et-Survie, synonyme de monter en Ligue 2 avant de gagner le billet et le titre de championnat national. C'était à Vannes, on s'en souvient, avec ces images qui vont rester, ces images de liesse et de bonheur partagé, Pierre-Paul, auquel vous faisiez référence en début d'émission. Alors forcément, lorsqu'on évoque ce match du Port-et-Survie, c'est aussi un match dont la physionomie a mis un certain temps avant de se définir, Olivier. Il a fallu vraiment faire preuve de patience parce qu'il y avait beaucoup de pression. On s'était préparé, nous, à aller gagner à Vannes pour être sûr
Mais de monter. Après, il y a eu des résultats favorables. Et sur ce match-là, on a été très, très impressionnés par l'engagement, l'envie que mettait Poiré-sur-Vie à nous pénaliser, à nous mettre et à jouer le jeu. À jouer le jeu. Alors après, on ne saura pas le fait mot de l'histoire, mais toujours est-il s'ils avaient joué comme ça toute la saison, ils n'auraient pas été loin du podium aussi. Oui, parce qu'ils sont 12, 13e, un truc comme ça. Quoi. Donc, ils ont fait un match exceptionnel. Ouais. Et heureusement qu'ils ont baissé un peu le pied dans la dernière demi-heure, parce que je crois qu'on était mal engagés. Ouais, il a fallu attendre la fin du match pour que véritablement ça se libère avec ce but venu de nulle part. C'est Nicolas Bénézé. Et un score je crois que c'est l'occasion aussi, parce que je ne sais pas si vous l'avez prévu, de donner un coup de chapeau à Nicolas Bénézé. Parce que c'est quand même un sacré bon petit joueur. Hein, donc il est très jeune encore, il faut le rappeler. Il nous a fait des parties exceptionnelles. C'est vrai qu'il a eu un passage difficile, on l'a dit, et notamment au niveau de la réalisation. Hein, vous avez montré tout à l'heure ce match face au Gazélec où il y a eu quelques ballons dans les tribunes. Mais écoutez, celui-là, il ne l'a pas raté. Bon, là, c'est Sédou qui complète. Mais celui-là, il n'a pas raté, il nous a délivré. Il en a mis d'autres des très beaux au cours de la saison. Donc quand même, chapeau Nico, quoi. Chapeau Nicolas Bénézé, avec ici on revoit la haie d'honneur faite aux joueurs et notamment à Thierry Froger, honoré par les supporters du Nîmes Olympique en fin de saison pour ce dernier match au Costières. Justement, un des coups de cœur sur lequel on va revenir, c'est le deuxième but face au Poiré-sur-Vie. Il jouait en CFA la saison passée du côté de Pau. Il s'agit de Sédou Koné, le buteur du Nîmes Olympique. 21 réalisations. On va revoir le classement des buteurs. La plus grande difficulté maintenant, c'est de se dire Sédou Koné en Ligue 2, ça va donner quoi? Et surtout, Sédou Koné, est-ce qu'on va le garder? C'est le mot, c'est ce que nous demandent tous les supporters quand ils nous croisent dans la rue. Et Koné, qu'est-ce qu'on fait? Et Koné, Koné, on ne sait pas. Donc, on attend. Moi, je crois que Koné, un buteur est un buteur. Et quand il est arrivé de Pau, on l'a fait venir, on disait, mais il a confirmé que c'était un buteur. Donc, à un certain moment, je crois que pour nous, pour le club, il faudrait à tout prix que ce joueur reste, à moins qu'il ait un appel de Ligue 1. Mais pour jouer titulaire d'entrée en Ligue 1, ça va être difficile pour lui. Il n'y a que question, peut-être, certainement un salaire. C'est vrai que si on y double ce qu'il a à Nîmes. Mais je crois qu'à l'âge qu'il a, il va peut-être se faire un challenge sportif parce que c'est quand même mieux de jouer que d'être sur le banc de touche, même si après, à la fin du mois, c'est bien. Alors, et on sait l'importance d'avoir un vrai buteur. Hein. On se rappelle des saisons précédentes du Nîmes Olympique. On se rappelle d'Haïti, on se rappelle de Robert Malm. De Robert Malm. Donc si Sédou, comme le dit Patrick, est aussi capable de mettre des buts en Ligue 2, c'est souvent une question de passeur, hein, plus finalement de buteur. Lui, il a le ressort quand on voit les buts qu'il est capable de mettre de la tête, des pieds, des deux pieds, des reprises de volée, des papinades. Enfin bon, voilà. Donc il a le potentiel. Voilà. Et avant de parler de salaire, on ne parlera pas d'un jeune joueur, on ne parlera pas de Gaëtan, mais on va parler d'un autre joueur qu'on va découvrir. Ça a été peut-être l'un des coups de cœur de cette fin de saison, avec un premier but en pro qu'on en a vu tout à l'heure. Il s'agit de Renaud Ripard, avec peut-être l'occasion pour vous, Patrick, de tirer un coup de chapeau à la formation à la Nîmoise. Oui. Je crois que ça a été, il y avait Adou, Bénézé, Ripard, quand même, ce sont des joueurs qui ont apporté énormément. Lui, avec beaucoup de spontanéité, parce que quand même, il était remplaçant, il rentrait 10 minutes, il allait jouer avec la réserve, il faisait gagner la réserve, qui avait besoin de marquer des buts, il jouait avec les U19. Donc c'est quelque chose de fantastique. Il n'a pas compté ses efforts, et je crois que c'est un petit peu l'âme du Nîmes Olympique. Et je crois qu'avec Piem, tout le travail qu'il fait avec Thierry Lorenzo à la préformation, on peut leur tirer un coup de chapeau, parce qu'il y a quand même 4 ou 5 joueurs issus de la formation qui ont joué, et ça grâce aussi à Thierry Froger, qui a su les faire jouer au moment où il avait des soucis avec soi-disant ses cadres qui ont été nuls. Et là, par contre, les jeunes du club ont prouvé qu'ils étaient à la hauteur. Et tant mieux pour le Nîmes Olympique, à mon avis, qui aura une bonne saison à faire la saison prochaine. Et le symbole, c'est la passe de salaire et but de Ripard. Voilà, c'est le symbole de la formation. On a vu Olivier, tout à l'heure. Et vous y faisiez référence, juste après le match de Vannes, certains de nos confrères et nous-mêmes, on était déçus de ne pas pouvoir bien vous donner des nouvelles de Thierry Froger, qui n'a pas souhaité réagir après le titre de championnat national. Et il savait d'ores et déjà que son aventure avec le Nîmes Olympique était terminée. Il nous a envoyé un SMS très, très cordial, très professionnel, dans lequel il disait qu'il avait aimé cette collaboration entre les journalistes et lui-même, qu'il avait senti beaucoup de respect mutuel de part et d'autre. En tout cas, Thierry Froger fait aussi partie des grands hommes de cette saison. Chapeau à lui aussi. On peut y tirer un grand coup de chapeau. De toute façon, une montée et un titre, c'est jamais anodin. Et comme l'a dit Patrick, il a su faire le ménage au mois d'août, et c'est pas évident parce qu'on l'a laissé seul faire le ménage. Hein. Il était seul au monde pour faire ce travail-là. C'est pas évident. Il faut après faire adhérer tous les joueurs au groupe. Certains ont mis du temps à le faire.
Et lui, son management, on peut le critiquer. En tout cas, il a réussi puisqu'il est champion et il fait monter Nîmes Olympique. Avec la meilleure attaque. Maintenant, le passage relais à Victor Zwenka, en espérant qu'il fasse au moins aussi bien. Est-ce qu'on pourrait juste dédier cette montée à quelqu'un, à Michel Roseau, qui nous a quittés trop vite et trop tôt et avec qui j'ai adoré collaborer. Et ça a été une grande expérience pour moi. Et j'avais dit que si jamais on montait, je voulais y dédier. Donc voilà. Michel Roseau, l'une des voix ici du Nîmes Olympique et l'un des fondateurs de Télémiroir, rappelons-le. Et qui nous a quittés trop tôt et qui était fou de Nîmes Olympique. Il aurait été aux anges, il aurait été ravi de voir cette accession. Voilà. Donc on pense très fort à lui et à sa famille. Et voilà, c'est pour toi, Michel. Messieurs, merci d'avoir été autour de cette table pour cette dernière émission de l'exercice 2011-2012. On va observer quelques mois de vacances, Pierre-Paul, et puis ensuite se retrouver. Une semaine, parce que je crois que ça reprend fin juin pour l'entraînement. Enfin, c'est pas nous, on va pas beaucoup s'entraîner. À la montagne. Ils vont aller à la montagne, et puis après, effectivement, c'est fin juillet, la reprise. Donc, il faut suivre les informations de TV Sud pour le mercato. Le mercato, exactement. Le mercato. Voilà. Merci de votre fidélité à cette émission Croco Hebdo, exercice 2011-2012. Olivier, encore un truc à dire? Un grand bravo à Christophe, parce qu'on ne l'oublie pas. C'est vrai, c'est quand même lui qui est au four. Il est fou au moulin. Et il nous met dans de bonnes dispositions. Donc, en tout cas, ça a été un plaisir. C'est notre récupérateur et après nous, fait le reste. Que de partager cette saison 2011-2012 à votre compagnie. Bonnes vacances footballistiques à toutes et à tous. Et plus que jamais, allez Nîmes. Au revoir. Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous a présenté Croco Hebdo.